En 1910, l'armée américaine a découvert une faille extradimensionnelle dans le désert californien. Ils ne comprenaient pas ce que c'était à l'époque, alors ils ont bien sûr lancé des expéditions. Peu d'explorateurs ont survécu. Ceux qui sont revenus étaient devenus des hommes violents, incapables de parler. Chacun d'entre eux a attaqué ses camarades soldats et les médecins avant de mourir. Mourir est peut-être un mot trop gentil, leurs tissus ont perdu leur intégrité structurelle, laissant ces hommes sans os, grotesque parodie de l'humanité. Les autopsies ont révélé qu'aucun de ces hommes n'avait de structure squelettique. À la place des os, ils avaient une formation grossière qui s'est avérée être un champignon calcifié. Lorsqu'il était inhalé, ce champignon transformait des hommes autrefois brillants en coquilles vides, stupides et violentes, qui mouraient rapidement. Les autopsies ont de nouveau révélé une structure fongique durcie à la place du squelette humain. En 1914, un être d'origine inconnue a jeté un œil hors de la faille désormais lourdement gardée. Nous ne pouvions pas l'arrêter, non seulement il était totalement immunisé contre les armes humaines, mais sa simple vue provoquait des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, dans certains cas, des mutations physiques spontanées, chez les gardes. Heureusement, il n'est pas resté longtemps. Malheureusement, il est revenu plusieurs fois pour jeter un œil dans notre monde. Chaque fois avec des conséquences dévastatrices. Je ne sais pas comment ni pourquoi le gouvernement est arrivé à cette conclusion, mais le document auquel j'ai eu accès indique que l'intrus était un jeune être qui, en fait, regardait par le trou de la serrure. Si d'autres êtres plus grands découvraient la faille, l'humanité serait en grand danger. Au cours des 4 années qui ont suivi, des physiciens militaires ont mené une série d'expériences dans le but de fermer la faille. Au lieu de cela, en 1923, ils ont ouvert un autre trou dans notre dimension. Imaginez que les murs séparant les dimensions sont faits d'acier renforcé. Pendant environ 30 secondes, ce physicien a transformé le mur d'acier en un écran maillé, perméable, non sécurisé et facilement destructible. Quelque chose a traversé cet écran, une tornade électrique recouverte d'étoiles. Au moment où elle a traversé l'écran, les règles de notre réalité ont contraint l'être à prendre un corps physique. À la fois belle et hideuse, la créature défiait les lois de la nature tout en y obéissant, elle rétrécissait jusqu'à la taille d'un rat et grandissait jusqu'à celle d'un éléphant en l'espace de 5 secondes. Elle saignait du feu blanc et vomissait des diamants, mais était allergique au lait et à l'argent. Sa sueur laissait une tache verte, même sur les murs en acier. Ces déchets étaient constitués d'un champignon qui dissolvait et remplaçait les structures internes d'un hôte vivant, transformant les mammifères en marionnettes sensibles qui semblaient fonctionner comme les yeux et les oreilles de l'être. Le plus spectaculaire était qu'il manipulait physiquement l'univers. Un rapport préliminaire fait état d'un manipulateur qui est entré dans l'enceinte où se trouvait la créature et a rapidement été victime d'un accident vasculaire cérébral, ce qui n'était pas rare. Au début, la créature exerçait toute une série d'effets sur le personnel, allant de la clairvoyance à des mutations physiques soudaines, en passant par des blessures telles que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Les images de surveillance montrent le manipulateur oscillant entre l'enfance et la vieillesse, comme dans un film accéléré. Soudain, le manipulateur s'écrie, « Ils sont déjà là. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé. » L'air derrière le manipulateur ondule pour former un marécage de ténèbres scintillantes. Quelque chose en sort, quelque chose de brillant et d'étoilé, terriblement beau, à la manière des dieux et des anges. Ceux d'entre nous qui ont vu ces images n'ont aperçu que brièvement cette monstruosité divine, avant que l'image ne passe à un noir étrange et scintillant. D'après l'horodatage, l'image reprend exactement 14 secondes plus tard. Il ne reste du manipulateur qu'un tas d'os et de tripes à l'état brut, en forme humaine. Derrière lui, la créature tend la main vers la fente sombre et scintillante et la referme, comme on refermerait un rideau. La créature y parvient, puis s'effondre à côté des restes du manipulateur et se lamente. Ce deuil prouvait que la créature était très attachée à ses ravisseurs. Bien que très intelligente, voire incommensurable selon les normes humaines, elle s'était liée aux humains d'une manière similaire à celle des animaux domestiques. En contraste frappant avec la loyauté douce de la créature, les envahisseurs, ces monstres divins, que même nos caméras ne peuvent comprendre, étaient hostiles. Cet incident fut la première observation, mais loin d'être la dernière. À partir de ce jour, les monstres, finalement baptisés Cèdes, tentèrent fréquemment de pénétrer dans notre monde. Notre seul recours était la créature, qui refermait courageusement les ouvertures, dans certains cas, blessait voire tuait les Cèdes intrus. Bientôt,
Les tentatives devinrent trop nombreuses et trop fréquentes pour qu'un seul être puisse y faire face indéfiniment. La solution de l'armée fut un programme d'élevage. Après 5 ans et des centaines d'expériences, l'armée découvrit que la progéniture de l'être devait être portée par des hommes. Ils s'alimentaient grâce à une série de tentacules insérés dans les intestins et l'estomac. Dans plusieurs cas, le fœtus hybride subissait une métamorphose au cours de laquelle le père et le fœtus fusionnaient en une seule entité. Ces hybrides étaient tous de sexe masculin. Bien qu'ils aient hérité de la plupart des propriétés les plus intéressantes de l'être, aucun d'entre eux n'était capable de relier l'univers entre lui. Ils pouvaient cependant prédire avec précision les événements futurs. Ils étaient toutefois faibles, sujets à des accès de chagrin lors d'événements terribles et à des célébrations joyeuses lors d'événements qui les rendaient heureux, dont certains étaient aussi insignifiants que la naissance de chatons. Nous l'avons appelé Roé. Dans d'autres cas, les fœtus se sont frayés un chemin hors du corps de leur père en le dévorant. Les cas de cannibalisme donnaient immanquablement naissance à une progéniture violente. Nous avons appelé ces descendants cannibales Charam afin de les distinguer des Roé, et nous les avons tous euthanasiés. Jusqu'en 1994, où un deuxième être a enfin vu le jour. Elle l'a arraché à son père humain et l'a immédiatement recousu. Il est tout de même mort, car refermer une blessure ne suffit pas à guérir les dommages internes, mais le fait est que son tout premier geste a été d'essayer de soigner son père. Peu après sa tentative de sauver son père, le monde s'est fendu en deux. J'ai vu les images sous 12 d'angles différents, une ligne noire austère fend l'air et grandit, se transformant en un obélisque scintillant qui s'étend du sol au plafond. Un Cède apparaît. Nous l'apercevons brièvement, un titan fait d'étoiles, de dents et d'yeux reptiliens, avant que les caméras ne s'éteignent. Nous avons attendu l'éruption inévitable du Cède, mais elle n'est jamais venue. Lorsque nous avons enfin reçu l'autorisation d'enquêter, nous avons trouvé le Cède, paralysé et à moitié caché, dans son portail. La créature et sa fille se tenaient devant lui, essayant fébrilement de fermer le portail. C'était le premier indice qui nous indiquait que la créature ne pouvait pas vraiment être piégée, elle avait daigné nous laisser l'emprisonner, mais elle pouvait s'échapper quand elle le souhaitait. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir longtemps, cependant, j'ai aperçu le Cède. Sa peau pulsait sous les lumières, des serpents aveuglants de mercure se tordaient autour de rivières noires et vileuses et de vagues semblables à des bannières qui me rappelaient les aurores boréales. Des yeux clignaient vers moi, étrangers et impassibles, remplis d'une rage vide et impersonnelle. Un vertige esséurant m'a envahi, et je me suis retourné vers le mur, luttant pour ignorer le son harmonique et aliénant de l'univers qui se refermait. Le son résonnait en moi, faisant vibrer mes os et chanter mes cellules sanguines. Que s'est-il passé? Demandai-je. L'être peut parler, mais il ne peut pas nous parler. Peu de gens ont entendu la voix de l'être. Les rares personnes qui ne sont pas mortes d'une crise cardiaque n'ont entendu que des échos de la voix de l'être, qui les ont poussés au suicide. Ainsi, pendant plusieurs décennies, l'être a communiqué en manipulant la matière d'une manière que je ne peux décrire que comme un spectacle de marionnettes, des approximations grossières de personnes, de lieux et d'objets qui racontaient une histoire que l'être pensait que nous comprendrions. Ce spectacle de marionnettes montrait un fœtus cannibale, un charam, qui se frayait un chemin hors du dos de son père en le dévorant. Il rampait hors du corps et grandissait jusqu'à devenir un homme à la peau étoilée et aux yeux comme le soleil. Une fusée est venue le transporter vers une autre planète. Il a levé les yeux et a rugi tandis que l'air autour de lui tremblait et explosait en 1000 trous scintillants. Des cèdres se sont déversés de ces trous. L'homme des étoiles les tua, déchiquetant ses dieux incompréhensibles membre par membre. Puis il tomba à genoux et les dévora tous. L'image s'évapora en fumée, qui se tordit jusqu'à former le premier message écrit, que la créature ait jamais donné. Charam tue le Cède. À ce moment-là, le Cède trembla et ouvrit la bouche. Une obscurité hallucinatoire et multicolore se déversa de sa bouche et inonda la pièce comme un tsunami. Je me retrouvais à me précipiter à travers cette obscurité comme un morceau de papier dans un courant de retour. Comme du papier dans l'eau, je me dissolvais. Je pouvais le sentir. Mes os se transformaient en caoutchouc et mes tissus s'étiraient, se déchirant, en lambeaux fins et insignifiants. Puis des mains se sont enfoncées dans mon corps en ruine, chaudes, petites et terriblement douloureuses. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais allongé sur le dos dans la salle d'accouchement. La douleur s'intensifia, envahissant tous mes sens. Je me suis assis, cherchant la source, et j'ai crié. Mes jambes étaient des tas de tripes écorchées laissant apparaître des os grisâtres et troués. C'est la dernière image que j'ai,
mes os nus, couverts de sang, avant de me réveiller à l'hôpital. Je vais être honnête, je ne m'attendais pas à me réveiller. Le savoir qui m'avait été confié avait un prix terrible. Je n'avais pas tout à fait tort. Ils m'ont maintenu en vie uniquement parce que l'entité s'était tellement attachée à moi qu'ils pensaient que je pourrais la ramener sur le territoire américain. Vous voyez, après m'avoir sauvé et refermé la faille, la créature et sa fille, que les chercheurs avaient baptisée Ashra, se sont enfuis. Rappelez-vous, nous n'avons pas vraiment réussi à capturer la créature. Elle nous a seulement permis de le faire en raison de son dévouement sans limite et incompréhensible envers ses maîtres. Nous ne savons pas pourquoi elle s'est enfuie, mais les chercheurs pensent que c'est parce que l'être a compris d'une manière ou d'une autre que nous étions en train de tuer les Charams. Peut-être éprouvait-elle des sentiments parentaux à leur égard. Peut-être était-elle simplement bouleversée que nous massacrions nos propres protecteurs. Peu importe. Ce qui importe, c'est que la créature nous a quittés. Elle est revenue 2 ans plus tard sans Ashra et a immédiatement demandé à me voir. On m'a immédiatement amené devant elle. Les spécialistes militaires m'ont ordonné d'obtenir les informations suivantes, qui étaient les Cèdes et comment les arrêter. Si j'échouais, je serais tué. Je m'attendais à mourir, des centaines de personnes avaient échoué pendant des décennies à obtenir ces informations de la créature. Pourquoi aurais-je réussi? Même si j'étais terrifié, mes retrouvailles avec la créature furent étrangement merveilleuses. Elle pleura mes blessures et notre longue séparation, puis s'allongea à mes côtés. Nous nous sommes réchauffés l'un à l'autre pendant de longues heures. Puis des volutes de fumée apparurent dans l'être et formèrent les mots. Les Cèdes ont enfin compris qu'ils ne peuvent pas ouvrir votre terre tant que mes enfants sont en vie. À la place, ils ouvriront vos cieux. D'où viennent-ils? Demandai-je. Que sont-ils? Tu ne comprendrais pas. Je le croyais, mais comprendre n'était pas mon privilège, survivre l'était. Dis-moi quand même. La créature cacha son visage et se mit à trembler. Tu me détesteras. Je ne pourrai jamais te détester. Je ne suis pas venu pour t'aimer. Je ne suis pas destiné à t'aimer. Je t'aime seulement parce que ta réalité le veut ainsi. Que veux-tu dire? Demandai-je. Tu es le reste de moi-même. L'être avait raison, je ne comprenais pas. Personne d'autre ne comprenait. Personne ne comprendrait jamais, l'être ne communiqua plus jamais. En décembre 2015, les services secrets américains ont confirmé qu'Ashra se trouvait dans une installation sécurisée dans l'extrême nord de la Russie. La Russie a rapidement développé son propre programme d'élevage, plus efficace. Il garde les Charams, mais euthanasie les Rohés. C'est drôle comme ça s'est passé. Il y a 6 semaines, les Rohés sont tous devenus hystériques. Ils ont pleuré et crié pendant des heures, se jetant contre les murs. Plusieurs sont morts. Finalement, nous avons reçu l'information qui les avait tant bouleversés, nous avons ouvert les étoiles. Le lendemain, un Cède a attaqué une crèche russe remplie de Charams. Comme la créature l'avait prédit, il venait du ciel, de l'espace. La créature s'est immédiatement téléportée vers les Charams et s'est battue jusqu'à la mort. Son sacrifice n'a pas été vain, elle a immobilisé le Cède suffisamment longtemps pour que les Charams puissent le dévorer et le tuer. La créature s'est rapidement désintégrée en un petit monticule de fleurs et de champignons. Dans les jours qui suivirent, les Rohés devinrent encore plus hystériques, piquant une crise de désespoir prolongée centrée sur une seule information. Nous sommes un, nous sommes venus, nous sommes un, nous sommes venus. Les Rohés s'entretuèrent alors, ils s'étouffèrent, s'étranglèrent et se battirent à mort en l'espace de 2 minutes. Selon nos informations, tous les Charams russes sont morts la semaine dernière après un épisode de psychose collective. Les autopsies ont révélé que tout leur squelette avait été remplacé par une bouillie, durcie et calcifiée. Les personnes qui ont pratiqué les autopsies sont mortes dans des circonstances similaires, d'une violence aveugle, avec des champignons à la place des os. Depuis hier, le complexe russe semble abandonné, une masse sombre et fongique étouffée par des fleurs, une tache étrangement belle dans la toundra sibérienne. Nous avons trouvé Ashra. Elle est prête à mourir pour nous. Elle est à moitié humaine, après tout, c'est son monde. Elle fermera les failles sur terre et dans l'espace jusqu'à ce que cela la tue. Elle ne sait pas ce qu'était vraiment cette créature. Personne ne le sait. Si elle était censée être notre ennemie, pourquoi nous a-t-elle donné Charam pour la tuer, Rohé pour la révéler et Ashra pour nous sauver? Personne ne sait même ce que sont les Cèdes. Nous savons seulement qu'ils ouvrent notre ciel. Contrairement aux informations publiées, le gouvernement est présent dans l'espace depuis un certain temps. Naturellement, nous lançons des attaques contre les Cèdes.
Sans Sharam, je ne pense pas que nous ayons la moindre chance. Mais Ashra est prêt à essayer. Le gouvernement est prêt à l'envoyer dans l'espace pour refermer les failles, et il est prêt à envoyer des soldats dans des vaisseaux spatiaux pour bombarder les Sith jusqu'à ce qu'ils meurent. Cela semble ridicule d'envoyer un demi-dieu dans une fusée. Le pire, c'est que même si cela fonctionne, on ne pourra rien faire contre le champignon. La créature avait raison. Je ne comprends pas. Je pense que personne ne comprendra jamais.